Ce voyage en Normandie nous conduit au travers des départements de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de l'Eure et de la Seine-Maritime. Les paysages naturels traversés sont d'une très grande diversité. Le littoral d'abord, avec les plages étroites de galets au pied des falaises calcaires des régions d'Étretat et de Fécamp, les longues étendues de sable fin des plages de Deauville, Cabourg ou à Romanche, les falaises agressives du cap granitique et sauvage de la Hague, les dunes de Biville en presqu'île du Cotentin, les prés salés du Mont-Saint-Michel, pâturage de prédilection des moutons. Diversité toujours à l'intérieur des terres, avec les forêts, qu'elles soient d'Écouves, des Andennes vers Bagnoles-de-l'Orne, de Lyons-la-Forêt, la bien nommée, ou de Bretonne, avec le bocage vallonné, sillonné de chemins creux, noyé dans la végétation des haies qui protègent les champs des agressions du vent. Spectacle étonnant de l'Orne et des belvédères qui la dominent en Suisse normande. Surprenante cascade de la Canse à Mortain. Charme de la Brèche au Diable. Gorge creusée par la Laison aux alentours de falaises. Majestueux méandres de la Seine. Une visite de la Normandie, c'est aussi un voyage dans le passé historique de la France. Ravagée régulièrement par les raids meurtriers des Vikings, appelés aussi Normands, la région leur fut cédée par les Francs en 911, expliquant ainsi les origines de son nom. En 1035, Falaise vit naître le plus fameux des ducs de Normandie, Guillaume le Conquérant, qui deviendra roi d'Angleterre. La tapisserie de la reine Mathilde, exposée à Bayeux, raconte son épopée victorieuse outre-Manche. À Caen, l'église Saint-Étienne, de l'abbaye aux hommes, abrite sa dépouille. La place du Vieux Marché de Rouen fut le 30 mai 1431 le théâtre du supplice de Jeanne d'Arc, moment fort de la guerre de Cent Ans. Le 6 juin 1944, Sainte-Mère-Église fut la première commune de France métropolitaine libérée du joug nazi. Les plages de la côte de Nacre, rebaptisées Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, connurent avec la bataille de Normandie le plus grand débarquement de l'histoire. Le tribut de la liberté sera très lourd pour les Normands. Au nord de Rouen, les méandres de la Seine et la ville des Andelys sont dominés par les ruines majestueuses du château Gaillard. Construit en un an à la fin du XIIe siècle, sur ordre de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, le château était destiné à protéger la ville de Rouen des ambitions territoriales du roi de France. C'est sous le règne de Jean Santerre que Philippe Auguste ose s'attaquer à la redoutable forteresse qui ne tombera qu'après un long siège conclu par un assaut victorieux le 6 mars 1204. 3 mois après la chute de ce verrou stratégique, la ville de Rouen tombe à son tour aux mains du roi de France. Dans l'enceinte du fort, le donjon, qui présente un diamètre intérieur de 8 mètres, possède des murs de 5 mètres d'épaisseur, donnant ainsi la mesure du labeur imposé aux bâtisseurs pour élever en un an seulement de tels ouvrages. Entre Rouen et les Andelys, à quelques kilomètres à l'est des méandres de la Seine, fut fondée au XIIe siècle l'abbaye de Fontaine-Guérard. Adossé à une colline boisée, cet édifice, dont les moines adoptèrent la règle de Cîteaux au XIIIe siècle, doit son nom à la fontaine située devant ses bâtiments. Non loin
sein de l'abbaye, au cœur de collines boisées, les maisons à colombages de Lyons-la-Forêt sont représentatives de l'architecture traditionnelle normande. Ce décor romantique a certainement inspiré Maurice Ravel, qui composa ici le tombeau de Couperin et orchestra les tableaux d'une exposition. Les halles couvertes, elles aussi typiquement normandes, ajoutent au charme du village. Capitale de la Haute-Normandie, située sur une tête de méandre de la Seine, Rouen peut être considérée comme une ville-musée. Au cœur de la place du Vieux-Marché est érigée la croix de la réhabilitation à l'emplacement du bûcher de Jeanne d'Arc, immolé le 30 mai 1431. L'ensemble Gros Horloge et Tour du Beffroi propose un patchwork architectural allant du XVe au XVIIIe siècle. Visibles le long des rues et ruelles des vieux quartiers, plus de 700 maisons à pans de bois sont parfaitement mises en valeur. Les plus anciennes, reconnaissables à leurs avancées surplombantes ou encorbellements, sont des XVe et XVIe siècles. L'être Saint-Maclou, qui abrite aujourd'hui les ateliers de l'école des Beaux-Arts, fut à l'origine un charnier de pestiférés du Moyen-Âge. Les bâtiments du XVIe, pour la plupart, sont porteurs de frises macabres significatives. Autrefois, l'eau du Robec coulait au pied des maisons à colombages. Utilisée par les artisans tanneurs et les teinturiers, il arrivait que la rivière prenne d'étranges couleurs. L'église Saint-Maclou, de style gothique flamboyant, fut édifiée entre 1437 et 1517. Les vantaux Renaissance, richement ciselés, et les éléments de décoration intérieure datés du XVIe au XVIIIe siècle ajoutent au charme de l'édifice. Le palais de justice, de même époque que l'église Saint-Maclou, possède une façade représentative de l'art architectural Renaissance. Le sommet de ces bâtiments est orné de gables, clochetons, arcs-boutants et sculptures. Gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale Notre-Dame est l'un des plus beaux fleurons de l'art gothique religieux français. La richesse de son ornementation, la variété des décors sculptés et la volonté constante de recherche esthétique des bâtisseurs qui se sont succédés font le charme du monument. Intérieurement, chœur, transept, nef et chapelle forment un mélange harmonieux de styles de diverses époques. Un méandre plus loin, à l'ouest de Rouen, l'ancienne abbatiale Saint-Georges, de Saint-Martin de Bocherville, fondée en 1114 par Guillaume de Tancarville, surprend par sa simplicité. La salle capitulaire, qui communiquait avec un cloître aujourd'hui disparu, et l'intérieur de l'abbatiale sont conformes à la règle bénédictine, rigueur et sobriété. La communauté monastique, qui ne compta jamais plus d'une quarantaine de moines, fut présente à Saint-Martin jusqu'à la Révolution française.
L'abbaye de Saint-Vendry fut fondée en 649. Détruite par les Normands qui remontaient la vallée de la Seine, elle fut reconstruite au Xe siècle et devint l'un des berceaux de la congrégation bénédictine en Normandie. Chassés des lieux par la Révolution, les bénédictins ne furent de retour à l'abbaye qu'en 1931. Les ruines de l'abbatiale datent des XIIIe et XIVe siècles. Seul le cloître a conservé ses galeries originelles. Les saints sculptés sur la frise exposée dans le cloître furent décapités pendant la Révolution. Seul Saint-Denis, qui portait la sienne sur un plateau, fut épargné. Toujours à proximité de la Seine, les deux tours carrées puis octogonales de l'ancienne abbatiale de Jumièges, consacrée au XIe siècle, sont hautes de 43 mètres. Leurs flèches disparurent vers 1830. Quittant la vallée de la Seine, notre périple nous mène à quelques dizaines de kilomètres au sud de l'abbaye de Jumièges. Édifié au cœur d'un parc agrémenté de douves immergées et de jardins à la française, le château de briques et de pierre de Beauménil est du plus pur style Louis XIII. Ornementation baroque et intérieur feutré font de ce lieu un havre de paix au charme certain. Plus au nord, l'abbaye du Bec-et-Loing témoigne encore de l'importance de la vie monastique en Normandie. La tour Saint-Nicolas du XVe siècle reste le vestige le plus ancien de l'église abbatiale aujourd'hui détruite. Le cloître, construit au XVIIe siècle, a été bâti dans un style classique s'inspirant de celui du Monte Cassino en Italie. La nouvelle abbatiale, aménagée dans l'ancien réfectoire, est ornée d'une statue de la Vierge du XIVe et de celle des pères de l'Église du XVe siècle. Le corps de bâtiment, de style classique lui aussi, est longé par la rivière Bec. Situé sur l'estuaire de la Seine, Honfleur continue de faire le bonheur des peintres amateurs ou professionnels. Pointillistes, fauvistes, impressionnistes, toutes les tendances ont succombé au charme de ce petit port. Le vieux bassin créé par Duquesne est entouré de quais aux riches demeures à plusieurs étages et aux toits d'ardoise. Les ruelles étroites aux maisons de pierre ou à colombages font de Honfleur une petite ville très pittoresque. Le clocher et l'église Sainte-Catherine présentent une double particularité. Détachés l'un de l'autre, ils sont entièrement en bois. En effet, soucieux de célébrer la fin de la guerre de Cent Ans et ne voulant attendre la disponibilité des maçons et architectes déjà fort occupés, la population décida de construire elle-même son église de manière traditionnelle. Du calvaire de la côte de Grasse, le point de vue sur l'estuaire de la Seine et le Havre est très apprécié des Honfleurais.
Totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville du Havre fut reconstruite suivant les plans de l'architecte Auguste Perret, surnommé le magicien du béton armé. Au nord de l'estuaire de la Seine, Étretat doit sa notoriété aux falaises qui dominent les plages de galets de la station balnéaire. L'aiguille creuse, détachée de la falaise, dite d'aval, culmine à 70 mètres au-dessus de la mer. Elle fut notamment rendue célèbre par l'écrivain Maurice Leblanc, qui en fit l'un des repères de son héros Arsène Lupin. À quelques kilomètres au nord d'Étretat, Fécamp fut longtemps la capitale des Terre-Neuva français. La ville où résida Guy de Maupassant abrite une bien étrange demeure, le palais bénédictine. Construit à la fin du XIXe siècle, les bâtiments mélangent des styles néo-gothiques et néo-baroques. Dans le musée du palais est exposée une importante collection d'objets d'art, bas-reliefs en bois polychrome, manuscrits anciens, ivoires, sculptures et coffres. Mais le palais bénédictine, ce sont surtout les alambics de cuivre de la distillerie. C'est ici que sont transformées les 27 plantes et épices qui entrent dans la composition de la liqueur bénédictine. À Fécamp, toujours, la façade classique de l'église de la Trinité dissimule en fait un édifice construit au XIIe et XIIIe siècle. Les dimensions de l'église pourraient aisément lui conférer le rang de cathédrale. En effet, avec 123 mètres de longueur, elle ne concède que 3 mètres à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au sud de l'estuaire de la Seine, la magnifique plage de sable fin de Trouville marque le début de la Côte Fleurie. Station balnéaire dès le Second Empire, l'architecture des maisons du bord de mer, architecture que l'on retrouve tout au long de la Côte Fleurie, témoigne de la tradition touristique de la région. Casinos, ports de pêche et de plaisance, établissements thermales de cure marine font le succès de la station. Jouxtant Trouville, Deauville. Avec son casino, ses hôtels de luxe, ses champs de course, son festival de cinéma américain et ses célèbres planches, Deauville jouit d'une réputation internationale de station de luxe. Fréquentée en toute saison, c'est certainement la plus parisienne des stations normandes. Créée au Second Empire, la station de Cabourg possède elle aussi son casino et son grand hôtel. La vie des estivants de la Belle Époque, en villégiature au bord de la mer, fut parfaitement retranscrite par Marcel Proust, qui fit de nombreux séjours à Cabourg.
Le pays d'Auge constitue pour la Côte-Fleurie un magnifique arrière-pays bocageux. Cidre, calvados, camembert, pont-l'évêque, livaro sont autant de produits du terroir issus du pays d'Auge. À Beuvron, en Auge, les colombages pourraient laisser croire aux visiteurs non prévenus qu'ils voyagent au milieu d'un décor moyenâgeux. À la sortie sud du village, le manoir, impeccablement entretenu, constitue l'un des symboles les plus connus de Beuvron et du pays d'Auge. À l'intérieur des terres, à 50 km à l'est de Caen, Lisieux, ville la plus industrielle du pays d'Auge. Enfant, Sainte-Thérèse de Lisieux vécut en cette maison. Sa châsse et ses reliques sont exposées dans la chapelle du Carmel. Béatifiée en 1923 et canonisée le 17 mai 1925, elle fait l'objet d'un culte comparable à celui de Bernadette Soubirous à Lourdes. Ainsi, l'imposante basilique Sainte-Thérèse lui est entièrement consacrée. D'une superficie de 4500 mètres carrés, haute de 93 mètres, elle est l'une des plus grandes églises construites au XXe siècle. À une dizaine de kilomètres de Lisieux, le château de Saint-Germain-de-Livet, propriété de la ville de Lisieux, est un mélange original d'une construction à colombage du XVe et d'un bâtiment à damier de pierre et de briques du XVIe siècle. La salle de garde, pourvue d'une cheminée monumentale, possède des fresques XVIe partiellement restaurées. L'édifice est utilisé à des fins culturelles, correspondant parfaitement à l'esprit des anciens propriétaires, peintres et grands amateurs de musique. Capitale de la Basse-Normandie et préfecture du Calvados, la ville de Caen a payé un lourd tribut à sa libération lors de la Seconde Guerre mondiale. Si le château, construit au XIIe siècle et remanié au cours des temps, semble avoir été épargné, la ville aux 100 clochers fut réduite à l'état de champ de ruines à l'issue de la bataille de Caen qui dura plus de 2 mois. Seuls quelques bâtiments ont échappé aux ravages de la guerre, témoignant de la beauté antérieure de la cité. Ainsi, les 2 belles maisons à colombage de la rue Saint-Pierre semblent perdues au milieu des constructions des années 50. Ces maisons sont représentatives de l'architecture du XVIe, avec leur encorbellement qui permettait de gagner de la surface habitable sans diminuer la largeur des ruelles moyenâgeuses. Le mémorial de Caen, porteur d'un message de paix, de tolérance et d'harmonie, est dédié à toutes les victimes de tous les conflits du monde.
Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour l'espoir. L'église Saint-Étienne fut l'abbatiale de l'abbaye aux Hommes, fondée au XIe siècle par Guillaume le Conquérant. Les bâtiments conventuels, aujourd'hui hôtel de ville, furent reconstruits au début du XVIIIe siècle. L'ancienne salle du chapitre abrite des peintures du XVIIe. Le cloître est constitué de voûtes d'arêtes ornées en leur centre d'un caisson octogonal. L'église, sobrement restaurée au XVIIe siècle, est dotée d'une nef aux larges arcades peu ouvragées. Devant l'autel se trouve l'épitaphe de Guillaume le Conquérant. Son sarcophage, profané par les Huguenots durant les guerres de religion, était placé sous la tour-lanterne de l'église. Au cœur de l'église abbatiale de la Trinité se trouve la table de marbre noir du tombeau de la reine Mathilde, seul élément à avoir échappé aux destructions des guerres de religion et à la Révolution française. Élevée au XIe siècle, l'église constitue un bel exemple d'art religieux roman. Au XVIIIe siècle, ses flèches ont été remplacées par de lourdes balustrades. L'abbaye aux Dames, fondée en 1062 par la reine Mathilde, abrite aujourd'hui le conseil régional de Basse-Normandie. Le cloître, extrêmement lumineux et dont la quatrième aile ne fut jamais construite, est la réplique de celui de l'abbaye aux Hommes. À une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Caen, le petit bourg de Fontaine-Henry possède avec son château des XVe et XVIe siècles un magnifique trésor architectural Renaissance. Ses façades extérieures finement ciselées sont surmontées d'une imposante toiture à forte pente. Entièrement meublé, le château abrite une superbe collection de tableaux et objets. Au nord de Caen, la Laison, paisible petite rivière normande, a creusé une gorge au travers d'une des nombreuses croupes de grès de la région de Falaise. Le site, appelé Brèche au Diable, se révèle des plus romantiques. En arrivant de Caen, la porte des Cordeliers, porche en ogive flanquée d'une tour, marque l'entrée de la ville de Falaise. Ce bourg, qui s'est développé au Xe et XIe siècle, a subi de graves destructions lors de la bataille de Normandie en 1944. Le château, édifié au XIIe siècle, est doté d'un donjon rectangulaire et d'une tour cylindrique du XIIIe, la tour de Talbot. Selon la légende, d'une fenêtre du donjon carré, Robert, fils cadet de Richard II, duc de Normandie, fut saisi par la beauté de la fière Arlette, lavandière de Falaise. De leur union naquit un enfant. Le nom de Guillaume lui fut donné. Sur le parvis de l'église de la Trinité, une statue équestre du conquérant rend hommage à celui qui devint roi d'Angleterre. De style gothique, flanqué de puissantes gargouilles, de contreforts et d'arcs boutants très ouvragés, l'église de la Trinité est un superbe édifice Renaissance. Entre pays d'Auge et pays de Falaise,
le château de Vendeuvre, édifié en 1750 par un comte de Vendeuvre, est toujours habité par sa descendance. Madame de Vendeuvre, passionnée de mobilier miniature, a rassemblé dans l'orangerie du château une exceptionnelle collection. Plus d'une centaine de meubles, qu'ils soient du XVIe ou contemporains, hauts de 11 à 75 cm, proviennent de tous les pays. En pleine Suisse normande, le belvédère de la Roche d'Oêtre domine de plusieurs dizaines de mètres les gorges sinueuses et sauvages de la Rouvre. Non loin de là, l'Orne a entaillé le massif armoricain, créant ainsi un paysage encaissé. Randonneurs, qu'ils soient pédestres ou sur l'eau, apprécient le charme des méandres de la rivière. Remontant le cours de l'Orne en direction de Sées, s'impose la visite du château d'eau. Édifié en pleine Renaissance entre XVe et XVIe siècle, le château est représentatif de la fantaisie qui anima les architectes normands de cette fastueuse époque. Cerné de douves, il fut longtemps la propriété de la famille d'Eau, dont certains des membres tinrent un rôle important dans la vie du royaume de France. Les deux flèches de la cathédrale de Sées sont visibles à des kilomètres à la ronde. Ce monument est l'un des plus beaux édifices de l'école gothique normande des XIIIe et XIVe siècles. La lumière, filtrée par les verrières et rosaces, magnifiquement préservées, illumine le chœur et le transept de la cathédrale. À 50 km à l'ouest de Sées, la station thermale de Bagnoles-de-l'Orne est l'une des plus importantes de l'ouest de la France. Avec son casino, son plan d'eau, son hippodrome et ses maisons 19e, la station jouit d'un charme suranné. La légende veut que le vieux cheval du seigneur Hugues de Tessé, abandonné par son maître en pleine forêt des Andennes, soit revenu quelques jours plus tard plein de force et de vigueur. Pour découvrir le secret de cette nouvelle jouvence, le seigneur suivit les traces de l'animal jusqu'à la gorge de la Vée, où il découvrit une importante source d'eau chaude. Cette même source, dont les eaux à 25 degrés jaillissent à 50 000 litres/heure, est exploitée par l'établissement thermal de Bagnoles. Au sud de Bagnoles, à Lassé, le château constitue un magnifique exemple d'architecture défensive. Démantelé en 1417 pendant la guerre de Cent Ans, il fut reconstruit en 1458. Depuis cette époque, le temps semble ne pas avoir altéré la beauté de l'édifice. C'est l'un des châteaux moyenâgeux français les mieux conservés.
Entre Alençon et Sées, la forêt d'Écouves s'étend sur 14 000 hectares très accidentés. Avec ses futaies profondes aux essences variées, chênes, hêtres, pins sylvestres, sapins et épicéas, c'est l'un des lieux de randonnée et de détente préférés des habitants d'Alençon et de sa région. Les 12 et 13 août 1944, la forêt d'Écouves fut un véritable champ de bataille. Les chars de la 2e division blindée du général Leclerc délogèrent des éléments nazis qui occupaient le secteur. 2 mois plus tôt, baptisé D-Day ou Jour J, commençait le 6 juin 1944 la plus grande opération de débarquement militaire jamais réalisée. À Arromanches, au nord-ouest de Caen, le musée du débarquement donne un aperçu des moyens qui furent engagés dans cette opération. La rade d'Arromanches fut choisie par les Alliés pour recevoir un gigantesque port artificiel. Construit à l'aide de caissons de béton, de pontons flottants et de ponts métalliques reposant sur flotteurs, les Mulberries, nom donné aux installations, permirent de débarquer l'ensemble du matériel nécessaire à la logistique des armées engagées dans la bataille de Normandie. Entre Ouistreham-Rivabella et le nord-est de Carentan, les plages de la côte de Nacre reçurent les vagues d'assaut des libérateurs. Symbole de l'enfer que connurent les soldats des 2 camps, la pointe du Hoc conserve les stigmates du déluge de feu qui accompagna le débarquement. Des 225 Rangers qui escaladèrent la pointe le 6 juin, 135 furent mis hors de combat. Sacrifice inutile. La batterie qu'ils avaient pour mission de détruire n'était pas installée. Cratères d'obus et casemates éventrés nous rappellent ce que fut le prix de notre liberté. À Bayeux, la tapisserie du XIe siècle de la reine Mathilde compte en 58 scènes les différentes étapes d'un autre débarquement. Préparé en Normandie, il prit le chemin inverse de celui du 6 juin 1944 pour se conclure par la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Faussement attribuée à la reine Mathilde au XVIIIe siècle, la broderie qui s'étend sur 70 mètres pour 50 cm de hauteur constitue un véritable trésor ethnologique et historique en provenance directe du Moyen Âge. L'imposante cathédrale Notre-Dame de Bayeux est attribuée à l'école gothique normande. De l'église terminée en 1077, ne subsistent extérieurement que les 2 tours de la façade, tours qui furent certainement rhabillées au XIIIe siècle. Intérieurement, roman et gothique se mélangent avec harmonie. Parterre dessiné par Lenôtre, construction dirigée par François Mansart, le château de Balleroy est aujourd'hui la propriété de Malcolm Forbes, richissime aéronaute américain. La simplicité des lignes de l'édifice du XVIIe siècle ne laisse à aucun moment présager de la richesse de sa décoration intérieure. Tenture de soie, plafond à la française, mobilier allant des styles Louis XIII à Napoléon Ier, tout n'est que luxe et volupté. Le petit port de pêche de Barfleur marque l'extrémité est de la presqu'île du Cotentin. Une légende rapporte que le navire qui emmena Guillaume le Conquérant jusqu'en Angleterre fut construit ici même. À quelques encablures de la jetée, le phare de la pointe de Barfleur, avec ses 71 mètres, est l'un des plus hauts de France. Son faisceau d'une portée de 56 km
voit son action renforcée par le radiophare situé dans la petite tour du XVIIIe siècle. Le phare de Goury, dernière agglomération de la presqu'île du Cotentin, guide les navires au large du cap de la Hague. Au sud de Goury, la baie d'Écalgrin, grève solitaire encadrée de landes, et le nez de Jobourg, falaises abruptes cernées d'écueils, sont parmi les sites les plus sauvages de la région. Encore plus au sud, toujours sur la façade occidentale de la presqu'île du Cotentin, le cap de Carteret abrite l'estuaire de la Gerfleur. Le sentier des douaniers qui en fait le tour permet de découvrir de magnifiques panoramas. Sur la route de Coutances, l'église abbatiale romane de Lessay fut reconstruite entre 1945 et 1957. Dans un souci d'authenticité, les travaux furent menés dans la mesure du possible en réemployant les matériaux d'origine. L'église était autrefois rattachée à une abbaye bénédictine fondée en 1056. La nef, constituée de 7 travées aux larges arcades, ainsi que le transept, sont voûtés sur croisées d'ogives. Après l'incendie de la ville en 1218, la cathédrale de Coutances fut bâtie sur les vestiges d'une église du XIe. Les 2 tours, qui présentent à leur étage supérieur un plan octogonal, sont prolongées par des flèches culminant à 78 mètres. Le chevet est renforcé par 2 séries d'arcs boutants qui s'appuient sur les mêmes contreforts. La finesse de l'architecture intérieure est à l'image de l'ensemble. Les vitraux de la cathédrale sont datés des XIIIe et XIVe siècles. La chapelle axiale aux colonnettes peintes fut reconstruite et agrandie dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Dans les environs de Coutances, le château de Gratteau appartint pendant 5 siècles à la famille d'Argouges. Devenu dépendance d'une ferme jusqu'en 1968, le château est depuis cette date propriété d'une association qui travaille à sa restauration. Chaque année, des manifestations artistiques et culturelles y sont organisées. Passé le pont-levis, les vestiges du pavillon 18e, de la maison seigneuriale 17e et de la tour aux Fées permettent aux promeneurs d'imaginer aisément ce que fut la vie de château à Gratteau. La tour ronde, à l'allure médiévale, est datée du XVe siècle. Au sud de Coutances, au creux d'un petit val de la Sienne, fut fondée en 1145 l'abbaye d'Amby. La visite des dépendances et de plusieurs salles des anciens bâtiments conventuels permet de découvrir de véritables trésors comme ce départ de voûtes en palmier.
L'état actuel de l'église n'est pas directement imputable à la Révolution française. Les plus belles pierres de l'édifice ont simplement été vendues comme matériaux de construction. Nef, chœur et croisée de transept sont depuis cette époque à ciel ouvert. Dans la baie du mont Saint-Michel, l'élevage des moutons de pré-salé est une activité séculaire. Le sel déposé dans les pâturages par les grandes marées donne à la chair des moutons une saveur particulière très appréciée des gourmets. C'est après avoir eu la vision de l'archange Saint-Michel que l'évêque d'Avranches, Aubert, fit édifier au 8e siècle un oratoire sur le mont Tombe. Dès l'époque carolingienne, une abbaye remplace l'oratoire, abbaye dont l'architecture va évoluer au cours des siècles jusqu'au XVIe. Il n'est dès lors plus question de mont Tombe, mais du mont Saint-Michel. Transformée en prison, l'abbaye va recevoir à partir de 1811 condamnés de droit commun et détenus politiques. Confiée en 1874 au service des monuments historiques, ce n'est qu'en 1966 que quelques religieux occupent à nouveau le site et assurent le culte. L'église abbatiale est un mélange harmonieux d'architecture romane avec sa nef sévère et sombre et d'architecture gothique avec son chœur extrêmement lumineux. De la plateforme ouest, d'une altitude de 80 mètres, la vue porte à des kilomètres à la ronde sur une baie en partie comblée par des bancs de sable parfois mouvants. Le cloître, édifié au XIIIe siècle, est d'une finesse incomparable. Ses sveltes colonnettes disposées en quinconce sont finement ciselées. Cette riche dentelle semble suspendue dans l'espace. La magnifique salle du réfectoire est dotée d'une voûte lambrissée en carène de navire. Lorsque le mont fut transformé en prison, puis en maison de force, beaucoup de modifications furent apportées à l'abbaye. Salles et chapelles furent réaménagées en ateliers, dortoirs, cuisines. Pour hisser, ravitaillement et matières premières, un monte charge de 35 mètres fut construit. Sa grande roue était actionnée par les prisonniers. La salle des hôtes, reconnaissable à ses fines colonnes, et la salle des chevaliers aux piliers plus robustes, ont retrouvé aujourd'hui, grâce aux travaux de restauration entrepris depuis 1863, le charme qui fut le leur au XIIIe siècle. Derrière lui se dressait énorme triangle noir, avec sa tiare de cathédrale et sa cuirasse de forteresse, avec ses deux grosses tours du Levant, l'une ronde, l'autre carrée, qui aide la montagne à porter le poids de l'église et du village, le mont Saint-Michel, qui est à l'océan, ce que Khéops est au désert. Signé Victor Hugo.